BFM Business, BFM Crypto, le club. Valentin Demey vient de nous rejoindre, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. La DeFi se relèvera-t-elle, la DeFi, la finance décentralisée, se relèvera-t-elle des attaques incessantes, des déceptions en pagaille qui la secouent en ce moment? Vous essaierez de nous apporter quelques éléments de réponse. William O'Rourke vient en effet de nous rejoindre lui aussi. Bonjour William. Bonjour. Bienvenue, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. On parlera de fiscalité dans un instant. Et puis nos deux traders, notre match du mardi. Vincent Gann, analyste technique indépendant, et Xavier Fono pour Interactive Trading. Salut messieurs. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver et on a besoin de vos lumières. Vincent, le Bitcoin a approché tout à l'heure les 20 000 $. La capitalisation totale des cryptos est elle passée sous les 1000 milliards de dollars. Bon, ça va Vincent? On continue d'accrocher sa ceinture? On voit un peu de lumière au bout du tunnel désormais d'un point de vue technique malgré tout? Oui, alors, cher Guillaume, oui, je vous rassure que tout va bien. Mais effectivement, pour le marché crypto, et en fait, de manière générale, les actifs risqués, les choses vont plutôt mal. Alors effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant, la capitalisation boursière crypto divisée par 3 en l'espace d'un an. Alors il ne faut pas se mentir, il faut ne pas faire l'autruche et faire face à la réalité des chiffres. Le cours du Bitcoin, depuis son record historique, a perdu 70%. Alors 70%, c'est énorme. Le marché a déjà fait pire. J'ai en tête les moins 85% de baisse lorsque la bulle spéculative avait explosé au début de l'année 2018. Rappelez-vous à l'époque de 20 000 à 3 000 $. Alors maintenant, je ne vais pas répéter ce que vous expliquez très bien sur votre antenne au quotidien. L'inflation hors de contrôle, les taux d'intérêt nominaux et réels qui sont sur une pente verticale et tout ceci, condamne les actifs risqués à de la baisse. Et il est vrai que le marché crypto fait beaucoup moins bien que l'ensemble des actifs risqués. Je prenais par exemple là le comportement du marché action US, Wall Street. On tutoie 20 à 25% de baisse depuis les records annuels. Vous savez, les 20% de baisse, c'est grosso modo ce qu'on considère comme la frontière d'un bear market, d'un marché baissier. Alors maintenant, la suite, et je vais céder la parole à Xavier, la suite c'est quoi? La suite c'est demain, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine qui devrait relever ses taux 3 fois d'un coup, alors que le marché n'attendait que 2 encore vendredi dernier. Pourquoi? Parce qu'il faut tordre le cou à cette inflation. Et désormais, les banques centrales sont un peu en mode panique. Et pour en revenir au cours du Bitcoin, le jour d'après, c'est quoi? Eh bien, c'est le comportement du marché, le comportement du prix vis-à-vis du niveau des 20 000 $. Alors, me direz-vous, on s'en est approché lors de la session Asie-Pacifique la nuit dernière. Les 20 000 $, tout le monde connaît ce prix, en tout cas les amoureux des graphiques dont je fais partie. Il s'agit de l'ancien record historique. C'est peut-être le niveau, alors que beaucoup attendaient, peut-être un peu trop consensuel. Vous savez, et je vais céder la parole, on ne va pas rebondir comme ça. Déjà, il faut se stabiliser. Je me souviens, moi, ce qui s'est passé en 2018. Le marché s'est stabilisé 4, 5, 6, jusqu'à 7 mois pour construire une pattern de renversement haussier. Bref, chers amis, moi, à long terme, je n'ai aucun doute, je crois au potentiel haussier du marché crypto. Par contre, armez-vous de patience pour un renversement haussier. Bon, Xavier, alors même question, quel potentiel désormais? Est-ce que le marché crypto sortira rosé, à point, cuit, rôti de cette phase de resserrement monétaire? D'un point de vue technique, en tout cas, comment jugez-vous le potentiel désormais sur Bitcoin notamment, Xavier? C'est vrai que c'est assez saignant en ce moment. Alors déjà, au-delà de l'aspect technique, c'est vrai que l'aspect, dans l'ensemble, tout le monde le sait, on a rappelé l'aspect économique. L'écosystème, on va en parler aussi. On a eu Terra, on a eu Celsius. Là, on sort tous les dossiers sensibles. C'est le nettoyage de printemps, d'été, je ne sais pas de quelle période, mais et c'est souvent d'ailleurs quand ça va mal que les galères s'enchaînent. Et en plus de ça, on rajoute des liquidations. Hier encore, on a eu 1 milliard de dollars, je crois, de positions qui ont été liquidées. Parce que lorsqu'on investit en fait sur le marché des cryptos, on investit en capital, mais ça suffit pas. Donc on investit encore plus que le capital qu'on met justement pour pouvoir investir sur une classe d'actifs qui est déjà risquée, ce qui s'appelle l'effet de l'œillet. Et finalement, ça donne, lorsqu'on a des baisses comme ça, finalement des déclenchements en chaîne et des baisses encore plus violentes que ce qu'elles ne pourraient être. Donc aujourd'hui, psychologiquement, oui, effectivement, tout le monde est négatif. Vincent l'a rappelé un peu ce parallèle justement avec 2018. Moi, j'ai fait un petit sondage sur Twitter justement avec 5000 personnes qui ont répondu. Est-ce que pour ceux qui ont vécu justement cette période 2018, est-ce qu'elle est comparable à celle d'aujourd'hui? Est-ce que c'est plus dur, plus difficile, plus violent? Alors 50% déjà n'ont pas vécu justement avant 2021, donc se sont intéressés justement aux cryptos lorsqu'on était quasiment au top de marché malheureusement. Depuis, ils n'ont connu finalement qu'une baisse. Et le reste, on a un peu plus de 32% qui estiment que c'est plus difficile que 2018 parce que le contexte est en train de changer. Ce resserrement monétaire, le contexte économique, c'est plus lent, c'est plus douloureux et c'est plus global. Donc aujourd'hui, effectivement,
Les supports, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est retourner une psychologie maintenant de marché qui est quand même négative. On est descendu d'un étage, on a rompu les supports long terme, les fameux 30 000 dollars sur le Bitcoin, les 1 700 dollars sur l'Ether. On avait eu cette accalmie du marché qui malheureusement a été alimentée par tous les éléments maintenant qu'on vient de voir. Et demain, si on a même un plus 20, plus 30% sur le marché, ça ne suffira pas. Il faudra passer les plafonds verts. On en avait parlé il y a 2 semaines, 33, 34 000 dollars sur le Bitcoin notamment. Le plafond vert n'a pas cédé. Aujourd'hui, les plafonds verts se réduisent. 27 000 dollars sur le Bitcoin, 1 500, 1 600 dollars sur l'Ether. Il faudra repasser ces niveaux, c'est plus de 20-30%. Et ensuite, il faudra s'y installer pour retourner pour le moment cette psychologie. Donc, je pense qu'on est à peu près dans le même schéma que 2018. Noël 2018, personne ne voulait du Bitcoin à 3 000 dollars. Noël 2017, un an avant, tout le monde en voulait à 20 000. Donc on est à peu près, Vincent l'a dit, on avait perdu 85% sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation. Il faut que le marché se calme, se détende. Il faudra être aidé par Jérôme Powell demain, par des marchés traditionnels qui stabilisent et puis par un écosystème un petit peu plus stable et qui aura fait peut-être un petit peu de ménage. Merci à tous les deux. Notre match du mardi, Xavier Fenot, Interactive Trading, et Vincent Gane, analyste technique indépendant. William O'Rourke nous accompagne toujours pour Orwell Avocat et Valentin Demey pour Cryptost. Valentin, la DeFi se relèvera-t-elle des attaques incessantes qui l'agitent en ce moment? Vous nous direz dans un instant comment vous voyez la suite. En attendant, on voit de nouveaux stablecoins quasi flanchés, sur le point de trahir leurs promesses. Tron DAO, DAO d'ailleurs, DAO, exactement. DAO, voilà, ajoute 700 millions d'USDC à la réserve de l'USDD pour prévenir, empêcher, éviter une nouvelle perte d'ancrage. On en parlait là aussi il y a quelques semaines, à la suite de l'UST de Terra qui avait fait un peu beaucoup mal, et on verra tout à l'heure justement, parce que ça fait partie des choses qui ont pesé dans l'écosystème de la DeFi et en partie peut-être de ce qui se passe dans le marché aujourd'hui. Ce stablecoin, qui est également algorithmique, qui est l'USDD, qui est le stablecoin de l'écosystème Tron, a donc, pour éviter d'avoir la même finalité que l'UST, rajouté 700 millions de collatéral sur son stablecoin. Aujourd'hui, au moment où on parle, donc, il y a 1,3 milliard de dollars de collatéral pour 790 millions de dollars du SDD. Donc pour l'instant, on est surcollatéralisé, mais comment, et c'est là où c'est intéressant, il faudra faire attention, c'est en Bitcoin, en USDT et USDC, donc ça va, mais en Bitcoin et en TRX, donc le token de Tron. Donc 2 actifs volatiles, on voit que ça baisse, donc forcément le ratio de collatéralisation, de surcollatéralisation pourrait baisser, et d'autant que là, le talon d'Achille potentiel, c'est que c'est le même fonctionnement que sur l'UST de Terra. Ça veut dire que s'il y a un dépeg de l'USDD, il faudrait créer du TRX pour brûler de l'USDD et essayer de le ramener à $1, et donc forcément augmenter la supply, le nombre de TRX en circulation, et donc forcément diluer son prix, et donc forcément, in fine, faire baisser la réserve qui est de 1,3 milliard de dollars aujourd'hui. Donc, il faut être attentif, surtout s'ils veulent se déployer. Ils aimeraient avoir de plus en plus du SDD en circulation. C'est important d'avoir des stablecoins dans la DeFi. Il en faut donc dans l'écosystème Tron. Mais il faudra faire attention à ce que ce ratio de collatéralisation reste à des bons niveaux. Toujours cette fragilité des stablecoins algorithmiques. On est encore dans cette thématique comme pour l'UST. Algorithmique, exactement. Algorithmique, en effet. La DeFi, la finance décentralisée convulse, on le voit. On a eu la douche froide Celsius aussi il y a quelques jours. La finance décentralisée se relèvera-t-elle de ce qu'elle est en train de vivre et traverser, d'après vous ? C'est vrai que c'est une difficulté bien différente que celle qu'on a sur les cours des crypto-monnaies, avec des bear markets qu'on connaît, des cycles qui sont violents. On voyait à l'instant tout à l'heure qu'il y a la moitié des gens, d'après le sondage d'un des traders, qui sont arrivés très récemment. Le sondage de la DAN KPMG montrait qu'il y avait 8% de jeunes, de personnes qui investissaient dans l'écosystème, de Français, 10% d'après la BCE. Donc, c'est des cycles qu'on connaît qui sont violents. Là, on est sur un écosystème à part entière, la finance décentralisée, qui totalise plusieurs dizaines de milliards de dollars dans cet écosystème sur différentes chaînes, principalement Ethereum, qui se fait attaquer de toutes parts par la régulation. On voit des régulations européennes, on en parlera peut-être quelques secondes avec William, qui sont peut-être difficiles à supporter pour des entités décentralisées, sachant que MiCA veut encadrer la DeFi avec des acteurs centralisés ou en tout cas des intermédiaires, donc c'est compliqué. Donc d'un côté, peut-être la régulation, et puis là, on a des attaques systématiques d'entités sur des projets, sur des protocoles. Celsius, Grégory Raymond en parlait hier sur ce plateau, qui se fait attaquer d'une certaine manière et qui bloque les retraits
pour ne pas avoir un bank run. Là, effectivement, c'est une difficulté avec 2 actifs qui ont des PEG, qui ont perdu leur parité. C'est pas du tout la même chose que l'UST. En vérité, si on veut pousser juste quelques secondes ce sujet-là, c'est du stake Ether. Donc un Ether qui doit être délivré une fois qu'Ethereum 2.0 sera lancé dans quelques mois. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez récupérer vos Ethers qui ont été verrouillés, il y a un dépeg, il y a une perte de valeur instantanée de 20%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément essayer de vendre ces stake Ethers pour récupérer de la liquidité. Donc pour l'instant, c'est une crise de liquidité et pas encore une crise de solvabilité, même si certains indices pourraient faire peur. Donc on a aussi cette difficulté. On a l'UST qui, il y a quelques semaines, a décroché et qui résulte là aussi d'une attaque d'entités extérieures pour faire tomber ce stablecoin. Donc en fait, qu'est-ce qui tombe aujourd'hui? Ce sont les projets qui utilisent la puissance de la blockchain pour avoir des intérêts importants, pour réduire les intermédiaires de confiance et donc se permettre de proposer des intérêts de 3, 4, 5, 8%, qui sont des intérêts qui sont soutenables parce qu'ils résultent d'une réelle activité économique. Et là-dessus, par exemple, le protocole AEV, Compound, maintiennent ces taux-là parce qu'il y a des gens qui empruntent, il y a des gens qui prêtent, et donc 2, 3%, 4%, 5%, ça se tient. Ceux qui utilisent cette force-là et qui mettent un pare-feu entre les deux et qui utilisent entre eux des transactions qu'on ne peut pas suivre d'entités centralisées à entités centralisées, dont on ne peut pas savoir exactement où se trouve l'argent, c'est eux qui sautent en ce moment, et c'est eux qui sont sous le feu des projecteurs. C'est les protocoles et les projets qui sont peu sérieux, peu de scrupules, et qui ne sont pas transparents. Parce que les protocoles qui sont transparents, dont on peut voir, comme Lido avec les stake Ether, qui a bien un Ether derrière chaque stake Ether et qu'il ne faut pas pour l'instant s'inquiéter, et des projets comme AEV, Compound ou d'autres qui sont transparents, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Juste en quelques secondes, il y a un moyen, un mode d'emploi pour savoir distinguer un projet costaud d'un fake ou d'une arnaque ou d'un truc très très éphémère ou dangereux? En vérité, il y a le premier truc à faire, c'est de regarder les équipes qui sont derrière. Malheureusement, la mémoire des gens de l'écosystème est un peu courte, donc on voit souvent les mêmes noms revenir après 6 mois ou 1 an d'intervalle et refaire les mêmes bêtises ou les mêmes types de projets. Et puis il y a aussi les audits. Donc pour tout ce qui est sécurité des contrats intelligents, il y a des audits plus sérieux que les autres. Nous, à Cryptost, évidemment, on essaie de les déchiffrer pour les expliquer, mais voilà. Et puis surtout, ne pas aller dans les taux d'intérêt à 10 000%, parce que ça, effectivement, c'est pas soutenable. Bon. Cette question d'un auditeur et de plusieurs auditeurs qui nous ont envoyé, c'est vrai, depuis quelques jours, et vous pouvez le faire vous aussi sur notre site bfmbusiness.com, à propos de Celsius, justement, et des difficultés de cette plateforme. Quel recours en cas de faillite de Celsius pour les investisseurs? William, on a une réponse à apporter? Tout simplement, il va y avoir, je pense, assez peu de recours. Pour la simple et bonne raison que Celsius ne se trouve pas en France, ça c'est sûr, probablement pas au sein de l'Union européenne, peut-être à Londres. On sait que c'est un projet qui a récemment, je crois, déménagé aux États-Unis. Et donc il va y avoir une question très pratique pour les gens qui, si Celsius s'effondre, ce qui n'est pas encore le cas, mais admettons que dans le pire des scénarios, il y a une perte vraiment des fonds des clients, puisque les fonds ne sont pas garantis. Il va falloir trouver des moyens pour les personnes lésées d'engager la responsabilité d'un acteur américain, ce qui est pas impossible en droit américain. Mais bon, il faudra passer par un avocat américain, une cour américaine. C'est très compliqué pour des justiciables français, quoi. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Un autre auditeur nous écrit à propos de la future réglementation. L'OCDE demande l'extension de l'échange automatique de renseignements fiscaux aux cryptoactifs. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça changera pour les contribuables? Ça, pour le coup, ça risque de changer beaucoup de choses. Il y a un mécanisme qui existe dans la finance traditionnelle qui s'appelle l'échange automatique d'informations. Donc il faut distinguer de l'échange, on va dire, manuel et individualisé que toutes les administrations fiscales font déjà en réalité. Nous, on le voit au cabinet, il y a l'administration fiscale française qui va demander des informations sur une personne auprès d'un exchange ou d'une administration étrangère un peu partout dans le monde. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus puissant pour l'administration fiscale, c'est quelque chose d'automatisé. Donc, c'est-à-dire que très concrètement, pour les crypto-contribuables français, ce que ça signifie, c'est que quand cette réglementation sera mise en place, et je vais revenir sur le calendrier juste après, les exchanges qui sont dans les juridictions OCDE, donc ça représente beaucoup de pays, hormis 2-3 îles dans le Pacifique et 2-3 paradis fiscaux, etc. Les exchanges ou les services qui sont dans ces pays-là vont transmettre automatiquement les données à l'administration fiscale locale sur vous, et cette administration va transmettre automatiquement certaines données à l'administration fiscale française. Ce qui va permettre à l'administration fiscale française quasiment de pré-remplir votre déclaration d'impôt si vous avez un compte crypto à l'étranger, etc., etc. En termes de calendrier, là, donc pour rassurer tout le monde, on est au stade de la consultation.
Donc, voilà, le texte n'est pas encore adopté. Ce texte, ça va être des lignes directrices qui après devront être mis en gros la notice, quoi, qui devrait être mis en œuvre par les États. Je pense qu'on est sur quelque chose, vu que les États veulent avancer assez rapidement sur cette question, on est sur un délai 2023-2024. Cette réponse de William O'Rourke, Orwell, avocat, Exactement. avec nous régulièrement, peut-on être poursuivi pour délit d'initié dans l'univers crypto, comme c'est arrivé à un ancien employé d'OpenSea aux États-Unis? C'est une question que nous a envoyée Noémie, que vous avez retrouvée aussi parmi celles que vous envoient vos clients. Est-ce qu'on peut en effet être poursuivi pour délit d'initié dans cet univers? Alors non, parce que le délit d'initié, c'est une infraction qui est spécifique au marché financier. Donc les crypto-actifs n'étant pas encore à ce stade encadrés de la même manière, et on le voit bien avec toutes les discussions qu'on a, de la même manière que les instruments financiers, la réponse est non. Ce qui est intéressant, c'est que le régulateur américain, le Department of Justice, a engagé des poursuites sur ce fondement, donc sur des faux fondements. En fait, c'est de la publicité, c'est de la politique. Ça montre que le régulateur américain, comme tous les régulateurs du monde, veulent réguler les NFT notamment, et les crypto-actifs, d'une manière qui s'approche de celle des instruments financiers. On reste dans la veine de les cours baissent, la régulation monte. Oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Il y a une forme de symétrie entre les deux. Et l'écosystème tente quand même de se tisser, malgré les crises qu'il agite en ce moment. Valentin, vous avez repéré CoinHouse et Canto qui choisissent de s'unir pour ouvrir la crypto aux entreprises. Exactement. Donc c'est deux grands géants. On connaît très bien Canto. On connaît aussi dans l'écosystème CoinHouse, qui est la plus grosse crypto-banque et plateforme en Europe, l'une des plus grosses en tout cas, qui s'allie aujourd'hui, qui annonce un partenariat. Donc pour toutes les entreprises qui ont un compte Canto, des avantages à l'ouverture d'un compte sur CoinHouse, qui permet notamment d'avoir des frais réduits, qui permet notamment d'accéder à des services, donc de la finance décentralisée, des services de custody, donc de garde de crypto sécurisés et bien d'autres choses. Donc des taux, moins chers, des avantages et surtout une connexion directe. C'est amusant parce qu'il y a encore quelques mois, Canto n'était pas extrêmement ouvert à la crypto-monnaie. Ils ont changé leur position en acceptant et en ne punissant plus les entreprises qui utilisaient ces comptes pour utiliser de la crypto-monnaie ou faire des virements à droite à gauche. Et maintenant, carrément, ils s'associent avec CoinHouse. Donc, dans ce marasme, il y a quand même des signaux intéressants. Le soleil se lève toujours quelque part, pendant qu'on parle, quelle que soit l'heure. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost, William O'Rourke pour Orwell, avocat. Merci d'être passé nous voir également, William. Et puis on salue nos deux analystes techniques du jour, Xavier Fenot et Vincent Gann, qui nous accompagnaient. Le club BFM Crypto chaque jour aux alentours de 16h30 sur BFM Business.